précédemment dans Les Disparus de Crystal Lake. Maintenant qu'on a dit tout ça, ça nous avance quand même pas à grand-chose. En revoyant tous les éléments du dossier, ce que je me demande c'est... Bon sang, mais où est passé Debbie Spickler? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle est encore en vie? On a survécu à Noël, mais les cadeaux que j'ai achetés à Lisa sont là dans le salon. Il n'y a personne pour les ouvrir. Le mois de mars vient de se terminer. Je n'arrive plus à faire confiance à la police. Je suis Matthew William Phelps et vous écoutez Les Disparus de Crystal Lake. Si vous reconnaissez cette personne ou que vous détenez des informations pouvant aider à l'identifier, veuillez contacter au plus vite les services de police. En 2013, il s'est passé quelque chose qui m'a laissé espérer que peut-être il serait possible de retrouver les cadavres des jeunes filles disparues. Un étudiant en art de 23 ans qui travaillait sur un projet de sculpture est parti explorer la forêt à la recherche de bouts de métal usagés. En fouillant dans une clairière du côté de Reagan Road, il a retrouvé un crâne humain et d'autres ossements. Au départ, la police de Vernon était convaincue qu'il s'agissait des restes de Janice Pocket ou de Lisa White ou de Debbie Spickler. Et pour April Faletti, c'était la promesse qu'enfin elle allait savoir ce qui était arrivé à sa sœur Lisa. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis tout de suite dit que c'était Lisa. J'en étais vraiment persuadée. C'était tout près de chez moi. Vraiment, je le sentais dans mes tripes. C'était forcément elle. Je crois que tout ce que je voulais, c'était être sûre de ce qui lui était arrivé. Et qu'on ne soit plus dans le doute, ma mère et moi. C'est pour ça, quand on a su la vérité, ça m'a fait comme un coup de couteau en plein cœur. Les ossements ont été retrouvés dans un endroit à l'abandon qui faisait office de décharge en plein air pour les gens du coin. C'était à proximité de là où vivait Lisa White. Et c'était aussi un endroit où elle venait traîner souvent avec ses amis. Le crâne a été remis à des médecins légistes pour qu'ils analysent la forme de la mâchoire et qu'ils voient si celle-ci correspondait à l'une des victimes. Les résultats des tests ont mis 4 jours à revenir. 4 journées éprouvantes pour les familles des disparus. Ils ont mis si longtemps, je me rappelle même plus combien de temps ça a duré. Moi, en tout cas, ça m'a paru des années. J'étais là à attendre, à me ronger les ongles. En plus, ça tombait juste avant mon anniversaire. Je me répétais tout le temps. Le seul cadeau que je veux cette année, c'est qu'on retrouve Lisa. Je voulais rien d'autre. Les ossements étaient en fait ceux d'une femme de 43 ans qui avait disparu des années plus tôt. Il faut bien comprendre que les familles des disparus vivent tout le temps ce genre de situation. Quelqu'un retrouve un corps, on vient frapper à leur porte, on les appelle, ils se mettent à espérer, et puis c'est le dur retour à la réalité. Toujours pas de réponse, toujours pas de vérité. Quand le flic de Vernon m'a appelé, j'ai retenu mon souffle. Et là, il m'a dit... On a reçu les résultats. Ce crâne n'est pas celui de votre sœur. J'ai dû m'asseoir par terre. C'était comme si on m'avait mis un coup de poing dans le ventre. Puis j'ai juste pleuré, et pleuré, et pleuré. J'enquête depuis des années sur les disparitions de ces jeunes filles. Et ce n'est pas rare que des gens entrent en contact avec moi pour en parler ou pour me donner des informations. Au début, on pensait que c'était juste une gamine qui s'était perdue dans les bois. La plupart du temps, ça ne m'avance pas à grand-chose. Soit c'est invérifiable, soit on me raconte une histoire que j'ai déjà entendue des milliers de fois. Et c'était une des disparues, une petite fille, toute seule dans la forêt. Mais de temps à autre, quelqu'un m'appelle avec des révélations tellement surprenantes que j'en reste sans voix. Tous les gens qui s'intéressaient à cette affaire à l'époque sont morts, sauf moi, qui suis là depuis le début. Et récemment, j'ai reçu un de ces coups de fil qui changent tout. C'était un policier à la retraite qui avait travaillé sur les disparitions de Janice Pocket et de Lisa White. Il disait avoir des informations qui pourraient m'intéresser. Je lui ai donné rendez-vous un samedi après-midi, au bord de Crystal Lake. Sur la droite, il y avait la propriété des Wendell, et en face de nous, le lac qui scintillait sous le soleil. Après en avoir longuement parlé avec lui, nous avons conclu qu'il valait mieux ne pas dévoiler son nom. Mais vous pouvez me croire, c'est une source tout ce qu'il y a de plus fiable. Avant de partir à la retraite, c'était un haut gradé dans la police. Et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi travaillé comme avocat. Il a l'air d'en savoir un rayon sur l'affaire Janice Pocket. Janice n'avait que 7 ans quand elle a disparu. Et l'image de cette petite fille qui part à vélo chercher un papillon, elle continue de me hanter encore aujourd'hui.
Donc, on commence notre enquête, et au bout de 2 jours, on finit par se dire que c'est sûrement une histoire d'enlèvement. Vous êtes au courant pour les demandes de rançon? Pour Janice? Oui, j'ai entendu des choses, mais rien de très fiable. Ok. Alors, quand Janice Pocket a disparu, la famille a reçu 2 coups de téléphone. Le premier disait très exactement ceci. Si vous offrez une récompense de 10 000 $, vous aurez peut-être une chance de revoir votre fille. Et le deuxième, qui est arrivé quelques jours plus tard, 20 000 $ de récompense ou vous ne reverrez plus jamais Janice. Comme quelqu'un a eu la présence d'esprit de mettre le téléphone des Pocket sur écoute très tôt, on a pu avoir des enregistrements de ces 2 appels. Je les ai réécoutés des dizaines de fois. Bien sûr, à l'époque, la technologie n'était pas la même qu'aujourd'hui. Pour tracer un appel et retrouver d'où il avait été passé, il fallait des jours. J'ai demandé à ma source si, selon lui, le maître chanteur n'était pas un opportuniste. Quelqu'un qui aurait cherché à profiter de la vulnérabilité des Pocket pour leur extorquer de l'argent. Oui, c'est un peu ça. On ne le savait pas à l'époque. Mais les coups de fil venaient d'une cabine téléphonique qui se trouvait dans le centre-ville de Toland, du côté de Toland Green, vous voyez? Là où il y avait la prison dans le temps. L'endroit dont il parle se trouve à moins de 3 km de là où Janice a disparu. En voiture, il ne faut pas plus de 3 minutes pour faire le trajet. On ne pouvait pas savoir s'il allait y avoir un 3e appel ou non. Et en plus, même si la personne appelait de nouveau, il aurait fallu plusieurs heures pour retrouver d'où venait le coup de fil. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de poster quelqu'un devant la cabine. Et à chaque fois que quelqu'un s'arrêtait pour passer un appel, on notait l'heure, le signalement de la personne et sa plaque d'immatriculation. Mais bon, ça n'a pas très bien marché. Le gars à nous qui se chargeait de la surveillance n'arrivait pas toujours à tout noter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la voix qu'on entend au bout du fil sur les enregistrements. C'est une voix un peu traînante, un peu rocailleuse. Il n'y a jamais eu de suite à ces demandes de rançon. Ce vieil homme qui a passé les coups de fil, on ne l'a jamais retrouvé. Je suis convaincu que c'était juste quelqu'un qui essayait de profiter de la douleur d'une famille en deuil pour se faire un peu d'argent, rien de plus. Mais ensuite, ma source m'a raconté quelque chose qui s'est passé 1 mois après la disparition de Janice. On dirait bien qu'il y a un autre suspect, quelqu'un qui n'a rien à voir avec Bob LaRosa. On a interrogé tous les habitants du quartier. Et il y a plusieurs voisines qui nous ont parlé d'un type. Un livreur de soda qui avait eu des comportements agressifs. Il rentrait chez elles sans leur demander la permission, ce genre de choses. Il s'appelait... Il a fini par se faire virer. Parce que trop de femmes se sont plaintes qu'il les mettait mal à l'aise. Et ce n'est pas fini. Écoutez ce que ma source m'a dit ensuite. Il avait fait 20 ans de prison pour avoir violé une petite fille de 8 ans dans le Connecticut. Donc il y avait un pédophile qui sortait de 20 ans de prison, qui livrait des sodas dans le quartier de Janice Pocket et qui faisait ses livraisons en camionnette. Je me souviens que plusieurs témoins ont dit avoir vu une camionnette faire des tours dans le quartier, à peu près au même moment où Janice a disparu. C'est une piste qui n'avait rien donné jusqu'à présent, mais maintenant que je suis au courant je me pose des questions. Je sais qu'une voisine a vu Bob LaRosa non loin de là où Janice a disparu. Mais si c'était une coïncidence? Et si le vrai coupable, c'était ce détraqué dont je viens d'apprendre l'existence? On est allé perquisitionner chez... Il habitait avec une femme à côté du 7-Eleven. Cette adresse, c'est juste à côté de là où Lisa White a disparu. Ça fait une coïncidence de plus. Et il y a les lieux des enlèvements, le casier judiciaire du type. Ça commence à faire beaucoup. C'est difficile d'ignorer une piste comme celle-là. Ce nouveau suspect, il n'a jamais avoué avoir enlevé Janice. Mais de ce qu'on m'a dit, les policiers qui enquêtaient sur l'affaire ont toujours gardé son nom dans un coin de leur tête. Juste au moment où je pensais enfin avoir une piste solide, voilà qu'on me ramène des nouvelles informations qui changent complètement la donne. Ces vieilles affaires, c'est toujours compliqué. Et si je vous disais qu'une autre petite fille s'est fait enlever à peine 30 jours plus tard, à moins de 10 km de là où habitait la petite Pocket? Vous trouveriez ça bizarre, pas vrai? Oui, évidemment, mais pourquoi vous me demandez ça? Donc vous n'êtes pas au courant, alors? Les informations que ma source anonyme va me donner
Je ne les avais entendus nulle part ailleurs. C'est dingue, cette autre gamine, ça s'est passé à Toland ou bien à Vernon? C'était de ce côté-là, regardez. De la main, elle m'indique l'extrémité sud de Crystal Lake, là où se trouve la plage publique. C'est peut-être un hasard, mais c'est dans ce coin-là qu'a grandi le témoin dont je ne peux pas encore vous révéler le nom. Il y a 3 petites routes qui partent de la plage publique où tout le monde va et qui s'enfoncent dans les bois. Enfin, je dis route, mais à l'époque des faits, c'était plutôt des chemins de terre. Une gamine de 11 ans passe par là en vélo. Elle voit une voiture qui la dépasse, et puis qui fait demi-tour et qui revient vers elle. La petite fille, elle voit la voiture passer dans les 2 sens, mais elle n'y prête pas attention. Elle continue à s'avancer dans les bois. Et d'un coup, un type surgit d'un buisson, il l'attrape, il se débarrasse du vélo, et il essaye d'emmener la gamine avec lui dans les bois. Et ensuite, voilà ce qui s'est passé. Des coups de chance comme ça n'arrive pratiquement jamais. Il y avait un ranger qui est passé par là par hasard. Il a tout vu et il s'est tout de suite précipité pour mettre le type hors d'état de nuire. Il me donne le nom de l'agresseur et là, j'apprends que ce n'est pas le livreur de soda, mais que ce n'est pas non plus Bob LaRossa. Encore un dégénéré de plus qui rôde en ville et dans les bois pour chercher des petites filles à kidnapper. Je veux dire, 2 affaires similaires en moins de 30 jours dans la même ville. Quand même, en y repensant, qu'est-ce que c'est que cette ville où j'ai grandi, moi? Et encore, vous ne savez pas le pire. Cette fois-là, l'agresseur était un professeur d'une école voisine. Il y avait une réunion d'orientation dans son école au moment où il a agressé la gamine. C'est là-bas qu'il aurait dû être. Et à la place de ça, le voilà qui rôde dans les bois et qui essaye de kidnapper une fillette de 11 ans. Et avant ça, on en sait un peu plus sur lui. On sait où il vivait. Quand ça s'est passé, j'étais là, moi. J'étais au commissariat au moment où ils l'ont ramené pour le mettre en cellule. Ils ont pris les photos, comme d'habitude, de face et de profil. Mais quand on les regarde, on ne dirait pas que c'est lui. C'est comme si c'était une autre personne. Parce que dans la vie normale, c'est le genre propre sur lui. Il était très différent des types qu'on arrête d'habitude. Il avait un look de prof, en fait. Alors que le jour où a été ramené au poste, il avait vraiment l'air d'un mec capable de kidnapper une gamine à vélo. J'ai déjà interviewé des gens qui ont été attaqués par des tueurs en série et qui ont survécu. Souvent, ce qu'ils me disent, c'est que la personne qui les a agressés a comme changé de visage juste avant de leur sauter dessus. C'est comme si ces types-là portaient un masque 99% du temps pour essayer d'avoir l'air d'une personne saine d'esprit. Et quand ils passent à l'action, eh bien, le masque tombe. Ensuite, ma source m'a expliqué qu'en fouinant un peu, il a découvert que ce professeur était aussi moniteur d'auto-école dans une ville voisine. Donc, il est allé poser des questions aux gens qui avaient passé leur permis avec lui. Et là, voilà ce qu'il a découvert. On a parlé à 2 filles, des anciennes élèves, et on leur a demandé sur quelle route il les emmenait pour faire leurs heures de conduite. Apparemment, il allait surtout dans des coins déserts, parce qu'il avait des gros chiens, des chiens de chasse, et qu'il fallait qu'il les emmène là-bas pour les promener. Donc on a demandé aux filles si elles pouvaient nous emmener voir. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Toland. Si la police s'intéressait autant à ce type-là, c'était aussi à cause de l'affaire Janice Pocket. Vu qu'il avait déjà été signalé par plusieurs victimes avec qui il avait eu des comportements indécents, c'était facile pour la police d'obtenir des mandats d'arrêt. Dès qu'ils étaient obligés de le relâcher pour un des chefs d'accusation, il y avait un nouveau mandat. Donc ils retournaient le chercher et ils le ramenaient de nouveau au poste. C'est un détail que trop de gens oublient, alors que je pense que c'est très important. Il ne niait jamais quand on lui demandait si c'était lui qui avait kidnappé Janice Pocket. Il n'a jamais nié. Jamais. Il répondait à nos questions, mais dès qu'on mentionnait le nom de Janice, il devenait muet comme une tombe. Il a fini par prendre un avocat et il a obtenu une décision de justice qui nous interdisait de nous approcher à moins de 100 mètres de lui. Je veux dire, bon, ça se comprend. Le coup des mandats, c'était un peu du harcèlement quand même. Mais le vrai harceleur, c'était lui. Faut pas oublier. Par exemple, il y a une fille qui a porté plainte contre lui parce qu'il a arrêté sa voiture juste devant elle et qu'il lui a montré ses parties intimes. Et quand elle a vu les photos, elle a dit « Ah oui, c'est peut-être lui, mais je suis pas sûre. » Donc, pour vérifier, on a fait ce qu'on appelle un tapissage dans le métier. C'est-à-dire qu'on est allé chercher le type et on l'a collé derrière une vitre sans teint à côté de 4 gars à nous, habillés en civil. Ensuite, on a ramené la fille pour voir si elle le reconnaissait et quand elle l'a vu, elle a tout de suite dit « c'est lui ». Donc, on a pu lui mettre les menottes. Une fois que ce professeur s'est retrouvé derrière les barreaux, la police a demandé un mandat pour perquisitionner la maison de ses parents, où il habitait.
Et là-bas, on a trouvé un flingue en plastique caché dans la cave, entre les lattes du plancher. C'était une arme factice, mais elle était très réaliste. Sa mère, elle devait avoir un genre de problème mental, je ne sais pas quoi exactement. Mais quand on est arrivé, elle était assise par terre dans la cuisine avec des serviettes mouillées sur la tête. Cette histoire de pistolet factice, ça me met la puce à l'oreille. Je pense qu'il s'en servait pour intimider ses victimes, parce que bon, si on pointe une arme en plastique sur une gamine, elle va penser que c'est une vraie. Au final, le procureur a classé l'affaire rapidement et le type s'en est sorti sans prendre de prison ferme. Il a eu des travaux d'intérêt généraux et on lui a interdit d'exercer le métier de professeur. Un détail que je trouve important, c'est que était fils unique. Ses parents l'ont tué alors qu'ils étaient déjà assez vieux. Et il se trouve que 5 ou 10 ans après cette histoire, son père a été condamné pour avoir agressé sexuellement un de ses neveux. Cet individu habitait à 20 minutes de là où Janice Pocket a été enlevée. Mais ce qui me perturbe, c'est que n'a jamais quitté cette maison. Il a continué à habiter chez ses parents. Oui. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il n'ait jamais démenti. On s'attendrait à ce qu'il dise « Non mais vous êtes malade ou quoi ?» ou quelque chose de style. Mais non, il n'a jamais démenti. Et il n'a jamais quitté la maison. La plupart du temps, dans ces cas-là, les gens déménagent ensuite. Ils vont refaire leur vie ailleurs. C'était une toute petite maison. Franchement, elle n'avait rien de spécial. Je comprends pas pourquoi il l'a pas revendue. Et si effectivement son père était un salaud, pourquoi rester dans cette maison où il n'a que des mauvais souvenirs? Je pense qu'il faudrait fouiller le jardin. Je veux dire vraiment, ça me paraît important de vérifier au moins. Janice Pocket, Lisa White, celui qui a fait le coup, c'était forcément quelqu'un qui vivait dans le coin. Avec ces informations inédites, mon enquête est complètement relancée. Il faut que j'étudie toutes ces nouvelles pistes. Je travaille sur ces affaires depuis tellement longtemps. À chaque fois que j'en apprends davantage, l'enquête prend des directions inattendues. On pourrait penser que personne ne veut être associé de près ou de loin à ces affaires. Pourtant, il y a des gens qui me contactent d'eux-mêmes pour me raconter des choses dont je me serais bien passé. Soit parce qu'ils veulent faire les intéressants, parce que ça leur plaît qu'on leur accorde un peu d'attention, soit parce que ce sont de vrais sociopathes. C'est notamment le cas d'un certain Charles Pierce. En 1980, Pierce a commencé à contacter régulièrement la police pour confesser plusieurs meurtres. En tout, il a déclaré avoir tué une douzaine de jeunes filles. Charles Pierce est un homme de 58 ans, un ancien forain qui est né à Haverhill, dans le Massachusetts. En 1969, il a assassiné une adolescente de 13 ans à Boxford, toujours dans le Massachusetts. En 1973, il a tué un jeune garçon qui vivait dans l'Illinois. Et par la suite, il a raconté aux forces de police qu'il avait tué entre 15 et 22 jeunes. Il dit avoir commis ses crimes entre 1954 et 1978. Les communes d'Haverhill et de Boxford sont toutes les deux situées à environ 1h30 de route de Toland. Fin 1980, Pierce a contacté la police du Connecticut en affirmant qu'il savait où Janice Pocket était enterrée. Les forces de l'ordre ont étudié sa déclaration et ils ont même montré une photo de lui à Nancy McDonald. Vous savez, la voisine qui a aperçu un break et son conducteur non loin de l'endroit où Janice avait été enlevée. Mary Engelbrecht, que vous avez entendu dans l'épisode 1, a essayé pendant longtemps de se convaincre que c'était bien Pierce qui avait enlevé et assassiné sa sœur. On peut la comprendre. Il avait le profil d'un meurtrier et il avait lui-même avoué avoir commis le crime. Pour tirer au clair toute cette histoire, j'ai donné rendez-vous à Mary dans un café. Et donc la photo qu'ils ont montrée à la voisine, c'était Charles Pierce, c'est ça? Oui, exactement. C'était Charles Pierce. Et elle a dit qu'elle ne le reconnaissait pas. Non, en effet. Parce que ce Charles Pierce, il était là à dire « C'est moi qui ai tué Janice, je peux même vous dire où elle est enterrée. » C'est bien ça? Et il disait aussi en avoir tué d'autres? Oui, c'est ce que les policiers ont pensé. Et il donnait des tas de détails sur comment il l'avait assassiné, mais jamais sur l'endroit exact où on pourrait trouver le corps. Vous vous souvenez de la scène de crime où je suis allé avec le lieutenant Bill Meyer et la sœur de Suzanne LaRossa, Terry Shanks, là où on a retrouvé le corps de Suzanne LaRossa. C'est un endroit en plein milieu des bois. On y accède par un vieux sentier qui était utilisé par les bûcherons autrefois. Pas loin, il y a aussi un réservoir d'eau. Et ce que Mary m'a révélé,
c'est que Charles Pierce avait déjà emmené la police là-bas pour chercher les corps de Debbie Spickler et de Janice Pocket. Il prétendait que c'était là qu'il les avait jetés. Oui, il les avait emmenés là-bas une fois. Pas grand monde n'est au courant, je crois. Mais c'est un des policiers qui me l'a dit. Ils ont fait quelques fouilles dans ce coin-là, du côté de Rhodes Road, je crois. C'est le long de Rhodes Road que Janice avait caché son papillon, à quelques centaines de mètres du croisement avec Old Cattle Road. Toutes ces fouilles n'ont jamais rien donné. Mais quand on croit avoir exploré toutes les pistes, il y en a toujours une nouvelle qui sort de nulle part. Après ces conversations avec le témoin dont je ne vous ai pas encore révélé l'identité, Tina LaRossa a conseillé à la police d'aller fouiller les puits qui se trouvent sur la propriété de Ken et Patty Wendell. Elle leur a dit qu'ils avaient de bonnes chances d'y retrouver des cadavres qui seraient cachés là depuis des années. Le commissariat de Vernon et la police de Connecticut sont passés à l'action et ils ont commencé à fouiller les environs. Ils sont aussi allés interroger le témoin. Ils l'ont cuisiné pendant presque 3 jours. Suite à ça, il a laissé un message sur le répondeur de Tina. Elle me l'a fait écouter et je vous prie de me croire, il était furieux. La police a aussi contacté Mary, la sœur de Janice, avec qui je discutais à l'instant, pour lui parler de toute cette histoire. Elle m'a raconté ce qu'elle savait. Ils sont restés là-bas pendant presque 3 jours. Ils passaient l'après-midi à l'interroger, ensuite ils faisaient une pause et le soir, ils revenaient. Et pareil le jour suivant, et encore le jour d'après. Puis ils ont fini par partir. Il y avait la police du Connecticut et puis des gens du commissariat de Vernon aussi. Ils lui ont posé les mêmes questions 50 fois. Et à chaque fois, tout ce qu'il avait à répondre, c'était « je me souviens plus, j'ai jamais dit ça ». Et même quand il lui montrait des rapports où ce qu'il avait dit était écrit noir sur blanc, il répondait pareil « je me rappelle pas ». Il avait l'air tellement sûr de lui, mais c'était peut-être juste un très bon menteur. Comme tous les autres proches des victimes, Mary sait bien que dans cette affaire, même quand on a l'impression d'avancer, souvent on finit par déchanter. Ils lui ont posé les mêmes questions de plein de manières différentes pour voir s'il allait finir par s'en mêler les pinceaux. Mais au final, ils n'ont rien pu en tirer. Pas un mot. Pas une info utile. Donc bon, à mon avis, ils ne retourneront pas le voir. Sauf si c'est lui qui les contacte. Si près du but, c'est rageant. Je suis certain que ce témoin détient des informations essentielles qui pourraient faire toute la lumière sur cette affaire. Mais à la dernière seconde, il a changé d'avis et maintenant, il refuse de parler. Il a quand même laissé un deuxième message sur le répondeur de Tina où il lui demande de donner son adresse pour lui envoyer une carte avec l'emplacement précis des cadavres. Mais malheureusement, Tina a pris peur et elle a refusé qu'il sache où elle habite. On la comprend. En fin de compte, personne n'a jamais pu recevoir cette carte. C'est même pas comme si on le considérait comme coupable à 100%. Tout ce qu'on voulait, c'était qu'il nous dise ce qu'il savait. Mais il a osé dire qu'il n'était même pas au courant que Suzanne LaRossa était morte, qu'il n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé. C'est un mensonge pur et simple. Pas de doute là-dessus. Notre témoin était le meilleur ami de Bob LaRossa. Et au moment où Suzanne a disparu, ils se voyaient toujours régulièrement. J'ai du mal à comprendre quel rôle il a joué dans toute cette affaire exactement. Peut-être aucun d'ailleurs. Peut-être qu'il a seulement entendu des conversations entre Bob et Nathan LaRossa, mais sans jamais tremper dans leurs histoires louches. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui détient la clé de l'énigme, et que la police a l'air de beaucoup compter sur son témoignage. Bob et Nathan sont morts aujourd'hui. Le seul de cette bande qui est encore de ce monde, c'est lui. C'est peut-être ma dernière chance de découvrir la vérité. Alors pas question de la laisser passer. Dans le prochain épisode des Disparus de Crystal Lake. Tous les autres gens qui ont un truc à voir avec cette histoire, ils sont tous plus vieux que moi, vous voyez? C'est moi le plus jeune, donc ça veut dire que si je meurs sans essayer de comprendre ce qui s'est passé, après moi c'est terminé. Plus personne ne va jamais s'y intéresser. Je me répète, mais j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais kidnappé personne. C'était le 8e épisode des Disparus de Crystal Lake, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Philippe Mema, Sophie Fogarassi, Sylvain Sougnier, Valentina Lacqui et Pierre-Michel Dudan.